Bonjour à tous, bonjour à ceux qui viennent de se connecter. Donc ça y est, nous sommes en direct pour notre première conférence de l'Université d'été 2020. On est ravis de vous voir et on est surtout ravis d'accueillir Marine Guénin et Pierre Kahn. Marine qui est fondatrice de l'association Enquête et Pierre qui est son président, pour parler de la laïcité qui est une notion clé auquel vous serez confrontés assez vite dès septembre. Marine, je te laisse la parole et encore une fois, un grand merci d'être là. Merci Aude. Ravie d'être là ce soir et voir tous ces visages. C'est en effet plus agréable d'avoir la mosaïque, même si on aurait préféré être en présentiel devant vous. C'est la troisième année qu'on collabore avec le choix de l'école sous un format qui s'est affiné, faire quelque chose d'un peu différent cette année, de faire la chose en deux temps, à savoir la conférence de Pierre qui va commencer pour poser le cadre de la laïcité et son rapport à l'école, et puis vous proposer, une fois que vous aurez rencontrer vos classes et vos fonctions, des ateliers plus pratiques sur comment aborder ces questions-là avec vos élèves, à la fois en termes de positionnement, quel type de pédagogie mettre en œuvre, et vous proposer quelques outils pour ceux qui le souhaitent. Rapidement, vous présenter Enquête, c'est une association que j'ai créée il y a 10 ans, qui travaille sur les questions de laïcité et de faits religieux, initialement avec les enfants de fin de premier degré, avec 4 objectifs en abordant ces questions de faits religieux, de pouvoir leur apporter des connaissances pour que les enfants puissent mieux comprendre le monde dans lequel ils évoluent. D'autre part, de pouvoir parler de ces sujets sur un mode apaisé, dans un environnement qui ne l'est pas nécessairement. Je pense que vous l'aurez tous noté. Troisièmement, de pouvoir les aider à développer un rapport réfléchi à ces sujets. Ça veut dire travailler sur la différenciation entre croire et savoir. Je pense qu'à la rentrée, on va avoir du boulot sur ces questions après la délégitimation de la parole scientifique pendant cette période de confinement. Pas nécessairement les opposer, mais bien les différencier. Et par ailleurs aussi, rapport réfléchi, c'est-à-dire leur fait toucher du doigt l'existence d'une pluralité de convictions, des gens qui croient, d'autres qui ne croient pas, et l'existence d'une diversité interne à chacune d'entre elles. Que le juif, le musulman ou l'athée n'existe pas, il y a des façons diverses de faire, de se relier à ces sujets. Et quatrièmement, en passant par cet abord des faits religieux, pouvoir les faire rentrer dans la laïcité de façon sans doute plus concrète pour les enfants, en leur faisant toucher du doigt en quoi ça a un intérêt pour eux, en termes de garantie de droits et de liberté, ce qui n'a pas toujours existé en France et ce qui n'existe pas partout dans le monde, et puis en quoi ça a un intérêt à titre collectif. Comment est-ce que ça permet d'organiser des accords sur des sujets autour du religieux dans un cadre démocratique. Et comment on fait? On anime des ateliers et on fait de plus en plus de formations pour des éducateurs au sens large, donc aussi bien des enseignants dans le champ scolaire, en cohérence avec les programmes, qu'auprès d'animateurs divers et variés. On travaille avec les villes, avec la protection judiciaire de la jeunesse, avec le foot aussi, en essayant d'inventer des outils qui soient cohérents avec les missions de chacun. Et pour vous plus spécifiquement, je vous disais qu'on travaillait essentiellement avec les enfants, parce que c'est un public qui est souvent oublié quand on parle de ces sujets, alors même que c'est un âge où ils posent beaucoup de questions et c'est intéressant d'aborder ces thématiques pour pouvoir les travailler différemment, ou en tout cas dans la continuité quand ils grandissent et qu'ils rentrent dans l'adolescence et ses contingences. On a quand même développé des outils pour les adolescents à la demande des partenaires avec lesquels on travaillait, notamment Unicité, je vous disais la PJJ, le foot aussi un peu. Voilà, bah écoutez, on reviendra sans doute vous voir en septembre pour vous proposer des choses plus concrètes et de la prise en main d'outils en vous les présentant, puis en vous les faisant prendre en main pour ceux que ça intéresse à organiser avec le choix de l'école. Voilà, bah écoutez, je suis ravie qu'on puisse poursuivre cette collaboration avec cette belle structure et je laisse la parole à Pierre. Eh bien, merci beaucoup, Marine. Alors, je commence, mais il faut d'abord que j'enlève le partage d'écran, que je clique là, parce que j'ai un PowerPoint à vous proposer. Voilà, vous voyez mon PowerPoint? Très bien. On le voit très bien. Parfait. Alors, donc, je vais faire donc une présentation sous forme d'une conférence, d'un exposé de la laïcité. Marine a dit que plus tard viendront les aspects pratiques concrets. C'est vrai que moi, mon exposé va être plus théorique et le but de cet exposé, c'est
vous aider avec un certain nombre de connaissances, de perspectives historiques notamment, à vous orienter, si je puis dire, dans cette question qui est extrêmement complexe. Hein, c'est vous aider à vous orienter intellectuellement dans cette question qui est complexe. Alors mon exposé organisé en 3 parties. Il y a d'abord une première partie qui va concerner l'histoire de la laïcité, hein, une introduction historique à la façon dont la laïcité s'est établie et puis progressivement imposée en France et la façon dont elle a évolué. Deuxième partie, une analyse des principes sur lesquels repose la laïcité, hein, et puis une troisième partie que j'ai appelée questions et controverses, c'est-à-dire un certain nombre de débats, de querelles, dans un climat, Marine l'a dit, souvent non apaisé, dont la laïcité est encore aujourd'hui l'objet. Alors, évidemment, j'aurais pas le temps de faire le tour de tous les débats et toutes les controverses, parce qu'il y en a beaucoup, et ça revient très, très régulièrement dans la presse, notamment, mais je vais me limiter à quelques-unes d'entre elles, dans la mesure où elles me semblent exemplaires de la possibilité de clarifier les positions en présence. Hein. L'idée de la clarification, de l'orientation pour vous à travers ce dédale qu'est la question de la laïcité est pour moi tout à fait fondamentale. Alors, en parlant histoire, principe, question, controverse, 3 parties, je ne suis pas original, j'ai repris en fait le plan d'un livre que je vous recommande. Alors, je donnerai des indications bibliographiques un peu plus précises à la fin de la conférence. C'est un livre de Philippe Fauré qui vient de sortir, qui s'appelle tout simplement La laïcité et qui est sorti aux presses universitaires de Saint-Étienne. Et comme je trouvais que son plan était très clair, j'ai dit que c'est pas plus bête qu'autre chose finalement que de le reprendre. Alors, l'histoire donc d'abord. Quelques éléments d'histoire de la laïcité en France. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que la laïcité, l'histoire de la laïcité, c'est d'abord en France une histoire scolaire. C'est-à-dire c'est à l'école, c'est pour l'école que les premières lois laïques ont été votées. Et de cet ancrage de la laïcité dans l'école, la laïcité porte encore aujourd'hui la trace, et la trace fraîche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, l'école est le principal terrain. Ce n'est pas le seul, hein, ça n'est pas le seul, ça aussi concerne par exemple l'hôpital, mais l'école reste le principal terrain sur lequel ont lieu les débats et les controverses autour de la laïcité. Et même si ces débats et controverses ne sont plus les mêmes que celles qui ont eu lieu du temps de la Fondation. C'est-à-dire que la question laïque a d'abord été une question scolaire et elle est restée pour une très grande part une question scolaire. Mais elle n'a pas été qu'une question scolaire et à un moment donné, on va faire effectivement un détour par des lois plus générales et qui ne concernent pas simplement l'école. Alors, le moment fondateur à cet égard, c'est je me suis trompé, le moment fondateur à cet égard, c'est la deuxième moitié du 19e siècle. C'est-à-dire plus précisément les années 1880. Alors, je ne sais pas quelle est votre formation et quel est votre degré d'information historique, mais grosso modo, il faut, pour situer les choses, savoir qu'en 1870, la Troisième République est instaurée suite à l'effondrement du régime du Second Empire, de Napoléon III, qui lui-même fait suite à la défaite contre la Prusse, à la défaite militaire contre la Prusse. La République est instaurée et les républicains vont mettre un certain temps avant d'acquérir quand même une majorité stable à l'Assemblée. Et à la fin des années 70, les républicains, donc fondateurs de la Troisième République, vont commencer à voter un certain nombre de réformes fondamentales, en général, mais particulièrement concernant l'école. Parmi ces réformes fondamentales concernant l'école, il y a évidemment les réformes de Jules Ferry qui sont associées au nom de Jules Ferry, à savoir l'école gratuite, l'école obligatoire et l'école laïque. Donc, 3 dates sont à cet égard fondamentales. Je les rappelle quand même rapidement. Juin 1881 est votée, c'est une loi Jules Ferry, la gratuité de l'enseignement primaire. Jules Ferry, il est à l'époque ministre de l'Instruction publique. L'Instruction publique, c'est l'ancien nom de l'Éducation nationale. Mars 1882 est votée l'instruction primaire obligatoire pour les 2 sexes jusqu'à 13 ans et
la laïcisation des enseignements. Je reviendrai bien sûr sur cette idée d'une laïcisation des enseignements. C'est un peu le cœur hein, de mon objet. C'est aussi une loi Jules Ferry. Hein. Remarquez que la gratuité d'une part et l'obligation à la laïcité d'autre part n'ont pas été votées au même moment. Hein. Et puis une troisième date, qui est quand même aussi importante, c'est 1886. C'est une loi organique qui est votée sur l'enseignement primaire. Ça veut dire que c'est une loi très générale qui ne concerne pas simplement la laïcité, mais dont certains articles concernent la laïcité. Et ces articles, eux, laïcisent, au fond, prévoient la laïcisation du personnel enseignant. Et 1882, laïcisation des enseignements. 1886, laïcisation du personnel enseignant. Je reviendrai là-dessus. La loi de 86 n'est plus une loi Jules Ferry. Jules Ferry n'est plus aux affaires. Un de ses successeurs, c'est René Goblet, et c'est lui qui fait voter la loi. Alors, quelques commentaires rapides relativement à ces trois dates. Hein. D'abord, mais ça tout le monde le sait, enfin j'imagine, c'est l'instruction et non l'école hein, qui est rendue obligatoire. Hein. Vous savez que vous pouvez toujours ne pas envoyer vos enfants à l'école si vous êtes capable de faire la preuve que vous les instruisez conformément au programme des enfants scolarisés du même âge. Hein. Voilà. Donc, c'est l'instruction qui est obligatoire, ce n'est pas l'école. Mais de fait, l'instruction obligatoire, ça va rendre pour la plupart des Français l'école obligatoire. Deuxièmement, l'école, c'est la loi de 82, est obligatoire, l'école est obligatoire pour les deux sexes, certes, hein, mais à l'époque, en 1882, elle est obligatoire pour les deux sexes dans des écoles séparées. Hein. La mixité est un phénomène beaucoup plus récent et elle s'impose progressivement et sans faire l'objet d'ailleurs d'aucune loi, d'aucun texte officiel, elle ne s'impose progressivement qu'autour des années 1950. En 1950, au début des années 1950, vous avez plus d'écoles primaires non mixtes en France que d'écoles primaires mixtes. À la fin des années 1950, le phénomène s'est inversé. Vous avez plus d'écoles primaires mixtes que d'écoles primaires non mixtes. Alors ça ne concerne pas tellement la laïcité, mais enfin, ça contextualise des choses. Dernier point de contexte, ces lois, et ça c'est important, ne concernent à l'époque que l'enseignement primaire. Hein. C'est-à-dire que la gratuité, l'obligation et la laïcité ne sont étendues que progressivement à l'ensemble de la scolarité. C'est-à-dire ne seront étendues que progressivement à l'enseignement secondaire. Hein. L'enseignement secondaire ne devient gratuit qu'au tournant des années 1920-1930. Hein. La laïcité est officiellement reconnue pour tous les établissements publics, secondaires compris, qu'à partir de 1946, la Constitution de la 4e République. Et l'obligation scolaire a été portée à 16 ans, c'est-à-dire post-bac, hein, post-bac, sur compte post-primaire, je veux dire, excusez-moi, qu'en 1959. À l'époque de Jules Ferry, quand on parle de l'école gratuite, laïque et obligatoire de Jules Ferry, il faut bien avoir à l'esprit que ça n'est que l'école primaire. Alors, centrons-nous maintenant sur la laïcité. Je le disais tout à l'heure, la loi de 1882, donc, elle institue l'école laïque. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, je l'ai dit, qu'elle laïcise les enseignements. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle laïcise les enseignements? Ça veut dire une chose extrêmement simple. Ça veut dire que l'instruction religieuse qui existait jusqu'alors dans les écoles primaires est supprimée. Avant, la loi de 1882, dans les programmes, dans les matières d'école primaire, il y avait instruction morale et religieuse. À partir de 1882, il n'y a plus l'instruction morale et religieuse. Il y a toujours l'instruction morale, mais l'instruction morale est associée désormais à l'instruction civique et non plus à l'instruction religieuse. Dire que les enseignements sont laïcisés, ça veut dire aussi que les locaux scolaires sont laïcisés. C'est-à-dire que la loi de 1882 prévoit la suppression des symboles religieux dans les écoles, les crucifix sur les salles de classe, les crucifix dans les réfectoires, les statues des Vierges Marie dans les préaux des écoles de filles, tout ce genre de choses. Alors, ça a été l'objet, cette loi, d'une controverse extraordinairement vive. Plus vive d'ailleurs sur la laïcité que sur la gratuité et sur l'obligation. Une controverse extrêmement passionnée. Hein. Pourquoi? Parce qu'il existe alors, effectivement, un parti, si vous voulez, un parti au sens général du terme, hein, un camp, si vous préférez, conservateur, catholique, anti-républicain. C'est un parti, un camp qui est fort, qui est fortement représenté à la Chambre et qui s'oppose avec virulence à la laïcisation des enseignements. Hein. L'école sans Dieu, dit par exemple un député de l'opposition,
de l'opposition républicaine, et qui est un évêque, hein, c'est Monseigneur Freppel. L'école sans Dieu, dit-il, c'est l'école contre Dieu. Hein. Le silence de Dieu, dit-il dans une belle formule d'ailleurs, équivaut à le silence sur Dieu, équivaut à sa négation. Hein. L'école sans Dieu, c'est l'école qui apprend aux enfants qu'on peut être éduqué en se passant de Dieu. Et évidemment, pour lui, c'est impossible, c'est littéralement impossible. Hein. D'où, effectivement, ce qu'on appelle l'anticléricalisme qui animait à l'époque le camp républicain. Hein. Alors, je voudrais simplement qu'on distingue bien l'anticléricalisme de l'anti-religion. Les républicains laïcs ne sont pas anti-religieux. Beaucoup d'entre eux même sont croyants, ou comme on disait à l'époque, sont spiritualistes. Hein. Mais ils sont en revanche contre les prétentions de l'Église d'exercer un contrôle sur les institutions publiques et notamment sur l'école. Ce qu'elle faisait évidemment avant 1882. C'est-à-dire qu'il s'agit non pas, avec la laïcité, de s'opposer à la foi religieuse, mais de s'opposer au cléricalisme, c'est-à-dire aux prétentions politiques de l'Église. Hein. Jules Ferry disait en ce sens, une formule imagée, « Je suis contre le catholicisme politique », c'est-à-dire les prétentions cléricales du catholicisme, mais je ne suis évidemment pas contre le catholicisme religieux, c'est-à-dire l'adhésion d'un individu à une religion. Alors ceci est important pour comprendre le sens de la laïcité scolaire mise en place en 1882. La laïcité n'est pas opposée à la religion, elle impose simplement que l'école soit neutre du point de vue religieux, neutre du point de vue confessionnel. Je reviendrai longuement sur cette notion de neutralité, de sorte à ne choquer la confiance d'aucun enfant ni d'aucune famille, et laisser donc à chaque famille la liberté d'éduquer ses enfants dans les convictions qui sont les siennes. La seule exigence, c'est que si les familles sont libres d'éduquer leurs enfants dans les convictions qui sont les siennes, si chaque famille est libre de cela, il faut qu'elle le fasse en dehors de l'école. C'est pourquoi d'ailleurs l'article 2 de la loi de 1882 prévoit un jour chômé, le jeudi, précisément pour un jour libéré, pour que les familles qui souhaitent l'instruction religieuse puissent le faire. Autrement dit, la laïcité impose un devoir strict de neutralité, de réserve de la part du personnel éducatif, des instituteurs, et cette neutralité permet de comprendre, cette neutralité des instituteurs, cette réserve de côté des instituteurs, permet de comprendre que la loi de 1882 est profondément une loi de liberté. Il s'agit encore une fois de ne choquer aucune conviction religieuse. Quant à la loi de 86, je vais passer assez vite dessus. Il y aurait beaucoup de choses à en dire, mais disons qu'on peut la comprendre, pas exactement comme ça que je la comprendrais si j'allais au fond des choses, mais on peut quand même, en première approche, la comprendre comme étant en continuité avec la loi de 1882. La loi de 1882 laïcise les enseignants. Non, il faut aussi laïciser les enseignants. Qu'est-ce que ça veut dire laïciser les enseignants? Ça veut dire qu'en 1886, jusqu'en 1886, beaucoup d'enseignants, instituteurs, titulaires de l'instruction publique étaient un personnel congréganiste, un personnel religieux. Et surtout, beaucoup d'institutrices, parce qu'il y avait un manque de main-d'œuvre, si je puis dire, assez criant du côté des institutrices laïques. Évidemment, la méfiance, c'est mais si on demande que dans une école laïque, l'enseignement soit neutre du point de vue confessionnel, du point de vue religieux, est-ce qu'on peut faire confiance effectivement à des congréganistes pour dispenser un enseignement neutre du point de vue religieux? L'idée donc est qu'après la laïcisation des enseignements, il faut logiquement laïciser les enseignants, c'est-à-dire ne plus recruter d'enseignants congréganistes. Ceux qui sont là, ils restent jusqu'à ce qu'ils meurent ou jusqu'à ce qu'ils partent à la retraite, et chaque fois qu'il y en a un qui part, il est remplacé systématiquement par un personnel laïque. Donc, laïcisation du personnel enseignant. Alors, voilà pour la naissance de l'école laïque avec ces trois lois fondamentales, donc fin du 19e siècle, début de ce qu'on appelle l'école républicaine. Alors, le résumé de cela, si vous voulez, c'est que l'école laïque, c'est une école qui prône la neutralité scolaire, la neutralité des enseignements, au nom de la liberté de conscience des enfants et des familles. C'est-à-dire que la laïcité mise en place à l'école obéit, et ça j'y reviendrai profondément, et souvent et avec force là-dessus, la laïcité mise en place à l'école obéit à un principe de liberté. Je vais passer maintenant, toujours dans l'histoire, à une autre date essentielle,
et que vous connaissez sans doute, c'est décembre 1905, 9 décembre 1905, la loi dite de séparation des églises et de l'État. Je dis dite de séparation parce que l'expression n'existe pas dans la loi. Alors c'est un moment essentiel de l'histoire de la laïcité en France, hein, même s'il ne concerne pas évidemment spécifiquement l'école, mais bien l'ensemble des institutions publiques. Je veux dire qu'en 1800, dans les années 80, les républicains séparent l'école, séparent l'église de l'école. 1905, il y a une généralisation du processus, et c'est l'État en général qui est séparé des églises. Les églises sont séparées de l'État en général. Ce qui veut dire que jusqu'en 1905, y compris du temps de la fondation de l'école laïque, hein, l'école était devenue laïque dans les années 1880, dans un État qui n'était pas laïque. C'est-à-dire le régime qui réglait le rapport de l'État au culte, tel qu'il existait pendant tout le XIXe siècle, il datait de Napoléon Ier. Napoléon Ier avait signé en 1801 avec le Vatican un concordat, c'est-à-dire un accord, hein, au terme duquel la religion catholique, reconnue comme religion de la majorité des Français, c'est dans le texte du concordat, bénéficiait d'un statut public. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que d'une part, les dignitaires du clergé pouvaient siéger escalité, si je puis dire, dans les administrations publiques, par exemple au Conseil supérieur de l'instruction publique, pour l'école, ça n'était pas rien. Ça voulait dire aussi que la présence symbolique de la religion dans les écoles, dans les tribunaux, dans les hôpitaux publics était la règle commune, et ça voulait dire aussi, et ça aussi ça n'est pas rien, que les ministres du culte, les prêtres, devenaient salariés de l'État et avaient un statut de quasi-fonctionnaire. Hein. Alors, ces dispositions qui, au début, en 1801, concernaient la seule religion catholique, ont été par la suite, sous Napoléon et un peu après Napoléon, étendues à 3 autres religions, le protestantisme luthérien, le protestantisme calviniste et le judaïsme. Hein. Donc, ce qu'on appelle en fait le régime concordataire, c'est-à-dire le régime qui a précédé le régime de séparation, qui a précédé la loi de 1905, en fait, devrait mieux s'appeler le régime des cultes reconnus par l'État, puisqu'il ne concernait pas que la seule religion catholique concernée par le Concordat, mais 4 religions, 4 cultes. Et c'est à ce régime des cultes reconnus, c'est-à-dire, en somme, à la présence officielle de ces 4 religions dans l'espace public, que la loi de 1905 a mis fin. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la loi de 1905 ? Je vais vous citer les 2 premiers articles. Il y a beaucoup d'articles, évidemment, il y a des séminaires entiers sur la loi de 1905. Mais je vais vous citer les 2 premiers articles. Donc, c'est la fin du régime concordataire, datant de Napoléon Ier. L'article 1, la République, j'aurais dû mettre un R majuscule. Dans le texte de la loi, elle a un R majuscule. La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions éditées ci-après, plus tard, dans l'intérêt de l'ordre public. Et puis l'article 2, la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. C'est le début de l'article 2. Alors je reviendrai énormément sur ces 2 articles dans la deuxième partie de mon exposé, hein, la partie consacrée aux principes. Mais je remarque pour l'instant la continuité entre cette loi avec ces 2 articles et les lois scolaires 25 ans plus tôt. Hein. Encore une fois, Jules Ferry a séparé les églises de l'école. La loi de 1905 achève, si je puis complète ou généralise le processus, sépare l'Église non pas d'une institution publique particulière, l'école, mais de l'ensemble des institutions publiques, hein, les écoles, bien sûr, les tribunaux, les hôpitaux, etc. Alors, la loi de 1905 fut, elle aussi, comme la loi de 1882, très mal accueillie par l'Église, qui l'a dénoncée comme une loi contraire aux lois de Jésus-Christ. Il n'y avait pas de main morte, l'Église, à l'époque. Hein. Et pourtant, elle a fini par être acceptée progressivement
par l'ensemble des composantes de la nation, Église catholique comprise. Les autres cultes reconnus, les deux protestantismes et le judaïsme, ont été beaucoup plus spontanément adhérents à la loi de 1905 parce que c'était des religions minoritaires. Donc finalement, ils voyaient bien que avoir un statut qui sépare complètement les églises de l'État, ça ne peut pas leur être complètement désavantageux. Mais évidemment, l'Église catholique, elle n'était absolument pas d'accord. Et pourtant, ça a fini par être accepté par l'ensemble, encore une fois, des composantes de la nation, Église catholique comprise. Et ça finit par devenir consensuel. Alors, quelques facteurs qui ont contribué à ça. D'abord, le fait, j'y reviendrai là aussi avec beaucoup d'insistance, que cette loi est une loi de liberté. Hein, c'est l'article 1 qui garantit la liberté de conscience et le libre exercice des cultes. J'insiste bien, le libre exercice des cultes. C'est-à-dire que, bien sûr, l'Église catholique, elle va y perdre en privilège social, si je puis dire. Elle va y perdre en statut public, puisque c'est plus un culte reconnu. Et comme c'était la religion dominante, effectivement, elle va perdre en contrôle d'un certain nombre d'institutions. Mais ce qu'elle perd en privilège social, elle le gagne d'une certaine façon en liberté vis-à-vis de l'État. Et ce gain a pu finalement lui paraître avantageux. La loi de 1905 permet la libre expression des croyances religieuses, soit sous forme individuelle, si je veux, je peux aller dans le métro, du temps où il n'y avait pas de masque dans le métro, et faire un prêche sur l'avènement de Jésus-Christ. L'État ne peut rien me dire. Les voyageurs, ils peuvent me foutre dehors à coups de pied, mais l'État, lui, il ne peut rien me dire. Soit sous forme cultuelle, collective, sous forme d'office religieux, de procession, etc. Et je vous signale d'ailleurs qu'il y a une telle comment dirais-je, bienveillance de ce point de vue-là, pas bienveillance, j'exprime mal, il y a un tel souci de respecter la liberté religieuse que c'est la loi de 1905 qui fixe le calendrier qui nous régit actuellement et notamment qui a fixé les jours fériés qui sont les nôtres. Et parmi ces jours fériés, vous savez qu'il y en a la moitié qui sont d'origine religieuse. Vous voyez que c'est une loi qui permet quand même beaucoup de libre expression aux religions. Et finalement, c'est une loi qui n'a pas du tout été conçue par ses concepteurs. Ses concepteurs, c'était Aristide Briand et Jean Jaurès, comme une loi de combat et de combat contre le catholicisme, mais au contraire comme une loi de pacification d'une certaine façon. Et cette dimension de la loi a fini par s'imposer à l'Église, alors qu'elle l'avait évidemment primitivement refusé. Alors le deuxième facteur qui est un peu plus lointain, mais qui lui aussi a joué, c'est la résistance. La résistance sous l'occupation nazie. Et la résistance a rapproché, de fait, les patriotes catholiques et les patriotes laïcs, les résistants catholiques et les résistants laïcs, qui luttaient contre une même oppression. Vous connaissez le fameux vers d'Aragon, celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. Elle a rapproché celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. Et puis enfin, c'est pas négligeable non plus, tout le long du XXe siècle, il y a eu aussi une évolution interne de l'Église catholique dans le sens de l'acceptation de plus en plus grande par elle des valeurs démocratiques des sociétés modernes. Le Concile Vatican II, qui a lieu au début des années 60, est le premier concile dans l'histoire de l'Église, 1960, et l'Église avait déjà 1960 ans, grosso modo, qui reconnaît officiellement la liberté de conscience. Alors tout cela fait que la laïcité républicaine instaurée par la loi de 1905 a finalement été l'objet d'un consensus national. Et ça s'est exprimé clairement par la constitution de la 4e République. Constitution de la 4e République, votée en 1946 et votée, c'est important, par référendum. C'est-à-dire que donc la majorité du peuple français a manifesté directement son adhésion à cette constitution. Et l'article 1 de la constitution de la 4e République stipule que... Non, c'est pas là, je me suis trompé, mais je ne l'ai pas noté. Excusez-moi, je l'enlève. Stipule que, je vous le cite, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. République indivisible, certes, il n'y a pas une dedans, on dit toujours une indivisible, il n'y a pas une, il y a indivisible seulement. Laïque, ça c'est important, démocratique et sociale. Pour la première fois, la laïcité est mentionnée comme principe constitutionnel, c'est l'article 1 de la Constitution. Et cet article sera repris dans son intégralité dans notre Constitution, la Constitution de la 5e République, en 1958.
Si vous voyez, la laïcité est entrée dans la loi d'abord en 1882, avec l'école, les lois scolaires, ensuite, de façon beaucoup plus générale, en 1905, avec la loi de séparation de 1905, et puis elle est, depuis 1946, elle est devenue constitutionnelle. C'est-à-dire qu'elle est mentionnée dans la loi fondamentale qui permet de juger de la recevabilité de toutes les autres lois. Vous savez que pour qu'une loi soit votée par le Parlement, enfin pour qu'une loi votée par le Parlement puisse entrer en application, il faut qu'elle soit validée par le Conseil constitutionnel. Il faut qu'il juge de la conformité des lois à la Constitution. Donc la laïcité, en se constitutionnalisant, si je puis dire, cesse d'être une doctrine politique d'un camp, les républicains, contre un autre camp, les monarchistes, les catholiques conservateurs, ou l'Église catholique elle-même arc-boutée sur ses privilèges cléricaux. Elle cesse d'être une doctrine politique d'un camp contre un autre. Elle devient le patrimoine commun de la nation, de la République. De 1905 aux années 60, en somme, on assiste à un processus de pacification de la question laïque, et à la fin progressive, accepter à la fin progressive de ce que un historien de la laïcité, qui est un historien connu de la laïcité, qui s'appelle Émile Poulain, a appelé la guerre des deux France, France catholique contre France laïque, France cléricale contre France anticléricale, France monarchiste ou bonapartiste, c'est selon, contre France républicaine. Cette espèce de division, de combat à la fois politique et idéologique, avec la constitutionnalisation, si je puis dire, de la laïcité en 1946, n'a plus lieu d'être. En résumé, je dirais que l'histoire de l'installation de la laïcité en France, entre les années 1880 et 1960, a été l'histoire de sa juridicisation. C'est-à-dire, c'est une laïcité, on est passé d'une laïcité qui était une doctrine politique et idéologique, celle des républicains fondateurs de l'école laïque, arrivés au pouvoir dans les années 70, à une laïcité d'ordre essentiellement juridique. Et c'est-à-dire une laïcité juridique, c'est-à-dire une laïcité qui est capable de régler par le droit les questions des rapports entre les religions et la puissance publique, des rapports entre les religions et les administrations publiques. Et dont le principe est reconnu par tous. Et d'ailleurs, je dirais que je conclurai ma première partie sur cette façon. Telle est, d'une certaine façon, l'ultime leçon qu'on peut tirer de ce que je viens de dire, de ce processus de juridicisation de la laïcité. Excusez-moi si j'emploie un néologisme, ce processus de désidéologisation, à base de laïcité idéologique et une laïcité beaucoup plus juridique. La leçon qu'on peut tirer de cela, c'est finalement la reconnaissance du caractère central de la dimension juridique de la laïcité. Considérer la laïcité du point de vue du droit, considérer la laïcité du point de vue du cadre juridique qu'elle constitue aujourd'hui, oblige en effet, d'une certaine façon, chacun de nous à distinguer entre ses opinions et ses sentiments vis-à-vis des religions, qui sont toujours subjectifs, voire entre ses opinions et ses sentiments vis-à-vis de ce que chacun croit que la laïcité devrait être, de distinguer cela du cadre juridique qui définit le droit positif laïque en France. Je veux dire que avant que tel ou tel d'entre nous s'écrit que tel ou tel comportement est contraire à la laïcité, il est beaucoup plus qu'utile, il est même nécessaire de s'informer de ce que le droit, depuis 1905, et la jurisprudence après, a dit sur ce sujet. Et parfois, on s'apercevra que ce qu'on croit être contraire à la laïcité ne l'est pas du tout. En tout cas, du point de vue du droit. Donc, l'importance du point de vue juridique me semble quelque chose qui est à souligner. J'en viens maintenant au principe. Alors, pour bien saisir la signification des principes, je voudrais revenir, si vous permettez, aux 2 premiers articles de la loi de... Eh bien, j'allais trop loin, la loi de 1905. Voilà. La République assure la liberté de conscience,
Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Et l'article 2, la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Alors, vous avez bien ça en tête parce que je vais passer donc à d'autres diapos. Je ne suis pas un as du PowerPoint, hein, vous l'avez. Voilà, pardon, voilà. C'est parfait, Pierre. Non, c'est pas parfait, mais enfin, ma bonne volonté n'est pas en cause. Hein. Si je reprends ces deux articles, vous remarquerez une chose d'abord, qui est toute simple, mais qui a, à mon avis, de très profondes conséquences. C'est que le dispositif spécifique de la laïcité, c'est-à-dire ce qui met fin au régime concordataire de Napoléon, il n'est énoncé que à l'article 2. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Mais alors, qu'est-ce qu'énonce l'article 1, qui quand même ne vient pas en premier par hasard? Eh bien, ce qu'il énonce, l'article 1, c'est la finalité que ce dispositif est censé assurer. Et cette finalité, c'est la liberté. La liberté de croire, la liberté de ne pas croire, la liberté de croire autrement que ce qu'on croyait avant, la liberté de ne plus croire, la liberté de recommencer à croire de ce en quoi on ne croyait plus, etc., etc. La liberté aussi de s'exprimer publiquement à ce sujet, d'exprimer publiquement et librement ses croyances, la liberté de pratiquer ou ne pas pratiquer, de pratiquer à ma manière, en allant tous les jours à la messe, au vêpres, ou une fois toutes les semaines, ou une fois tous les mois, ou simplement à mon enterrement, etc., etc. Vous voyez, c'est cette liberté-là. Donc, au fond, c'est pour assurer ces libertés que l'État s'abstient d'intervenir dans la vie des religions et dans la vie religieuse des citoyens. Si vous voyez que donc, l'article 2, ce qu'il énonce, c'est le moyen, la condition pour atteindre cette finalité. Le but, c'est la liberté. Le moyen, c'est l'abstention de l'État dans le domaine de la vie religieuse, dans la vie religieuse des citoyens, dans la vie des religions, l'abstention de l'État, c'est-à-dire la neutralité. Oui, il y a deux moyens. Deux éléments, je veux dire, deux éléments qui sont constitutif du principe de laïcité, liberté de conscience, neutralité. Mais ces deux éléments ne s'articulent pas n'importe comment. Il y en a un qui est, si je puis dire, hiérarchiquement supérieur à l'autre, puisque l'autre n'est que le moyen pour le premier. Ce qui est premier, c'est la liberté. La loi 1905 met en œuvre, selon moi, c'est en tout cas comme ça que je la comprends, la loi 1905 met en œuvre, selon moi, ce qu'un philosophe américain qui s'appelle John Rawls, alors je ne l'ai pas noté dans mon PowerPoint, j'ai eu tort, mais c'est R-A-W-L-S, appelé le principe de la priorité de la liberté. Alors, ça ne signifie pas que les libertés ainsi reconnues et garanties sont inconditionnelles. Dans tout État démocratique, il est possible, dans des circonstances particulières, de limiter certaines libertés. On vient de le voir avec le confinement. Mais cela signifie que le principe de priorité de la liberté signifie que la liberté est la règle et que ces limitations sont l'exception. Et que ce sont des exceptions qui doivent toujours être dûment justifiées. Et remarquez d'ailleurs que l'article 1 de la loi, que vous devez avoir sous les yeux, je ne vais pas revenir en arrière parce que je vais complètement me perdre, dit que la liberté de conscience et le libre exercice des cultes ne peuvent être limités que sous les seules restrictions des nécessités d'ordre public. Le principe de liberté est énoncé d'abord, les restrictions possibles ne sont énoncées qu'ensuite, priorité de la liberté. C'est-à-dire que les libertés accordées ne sont pas des concessions, ce sont des droits. C'est ça que ça veut dire. Et remarquez également que les restrictions elles-mêmes
ne sont énoncées que sous forme restrictive, sous les seules restrictions d'ordre public. Ça veut dire que non seulement les libertés sont premières, hein, mais que il ne faudra pas trop dégainer rapidement quand il s'agira de les limiter. Dire que c'est donc une erreur de présenter, comme on le fait parfois, la laïcité comme un principe d'interdiction. C'est plus qu'une erreur d'ailleurs, c'est un contresens. La laïcité n'a pas pour fonction, n'a pas pour but d'interdire. Tout au contraire, elle a pour but de garantir l'exercice de certaines libertés. Alors c'est un contresens théorique sur l'idée même de laïcité, mais il a aussi ce contresens un enjeu pédagogique, bien évidemment, parce qu'il s'agit aussi de faire comprendre à des élèves, et aussi peut-être parfois à des enseignants, que la liberté, que la laïcité n'est pas là pour interdire, qu'elle est là au contraire pour autoriser, pour garantir des droits. Donc, la deuxième remarque que je voudrais faire est que si la neutralité est le moyen au service de cette fin qui est la liberté, si la liberté est première, alors il faut comprendre donc, je l'ai déjà dit d'ailleurs, que l'articulation entre ces deux principes, liberté et neutralité, est hiérarchique. Alors, ça veut dire quelque chose, pour moi, qui est important. Ça veut dire la neutralité n'est pas une fin en soi dans la laïcité. La neutralité ne vaut pas pour elle-même, puisqu'elle n'est qu'un moyen au service d'une fin qui est la liberté de conscience. Je veux dire que limiter les libertés au nom de la neutralité, n'accorder des libertés que à condition qu'elles ne violent pas l'exigence de neutralité, c'est renverser d'une certaine façon l'ordre des fins et l'ordre des moyens. C'est renverser la hiérarchie existante entre ces deux principes. Et c'est pourtant parfois ce qui est fait ou ce qui prétend être fait au nom de la laïcité. Je développerai ça dans la troisième partie. Mais par exemple, quand les municipalités veulent interdire le burkini ou quand elles refusent de prévoir des menus sans porc dans les cantines scolaires, c'est effectivement au nom de la neutralité de l'espace public, au nom de la neutralité de l'école, on va limiter des libertés. C'est-à-dire qu'on renverse complètement et que la neutralité devient la fin qu'il faut respecter et on limite des libertés au nom de cette neutralité. C'est le renversement complet par rapport à, je dirais, l'esprit et même par rapport à certaines manières à la lettre, à la syntaxe, si je puis dire, de la loi de 1905. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir des contradictions entre liberté et neutralité. Ces deux principes ne s'accordent pas forcément nécessairement immédiatement, mais ça suppose que lorsque ces deux principes se contredisent, la règle est d'accorder la priorité à la liberté. Ce qui amène à ce que les Québécois appellent des accommodements raisonnables. C'est-à-dire des accommodements raisonnables, des aménagements du principe de neutralité lorsqu'il risque d'être contraire à la liberté de conscience. Alors, c'est vrai au Québec, mais c'est vrai aussi dans la laïcité française. La laïcité française connaît aussi ce type d'accommodement raisonnable, d'une certaine façon, d'arrangement, si je puis dire. Lorsque, par exemple, les adeptes d'une religion minoritaire, qui, parce qu'elle est minoritaire, n'est pas représentée dans les jours fériés, sont autorisés un jour de congé exceptionnel en raison d'une fête religieuse, par exemple les juifs pour Yom Kippour, les musulmans pour l'Aïd el-Kébir, effectivement, c'est d'une certaine façon une entorse au principe de neutralité, mais c'est au nom de la liberté. Quand l'État a décidé, au début des années 20, la construction de la mosquée de Paris, alors qu'au terme même de la loi 1905, l'État ne subventionnait plus aucun culte, c'est pour permettre effectivement à des musulmans qui n'en avaient pas d'avoir un lieu de culte, et en plus par reconnaissance pour le rôle des musulmans français pendant la guerre. C'est une entorse au principe de neutralité, mais au nom d'une liberté, du libre exercice des cultes. Quand la loi de 1905 a autorisé, parce que c'est elle-même qui l'autorise, la présence d'aumôneries dans des hôpitaux, dans des prisons, dans des internats scolaires, pourquoi ? C'est parce que les individus qui y sont ne peuvent pas se déplacer comme ils le veulent, et donc au nom du libre exercice des cultes, on autorise effectivement des aumôneries, c'est-à-dire on autorise une entorse au principe de neutralité que doivent avoir normalement ces institutions. Vous voyez que, donc, neutralité au service de la liberté, quand ça ne marche pas, en général, on accommode la neutralité pour la liberté, mais on n'accommode pas la liberté au nom de la neutralité. Alors, ça me fait venir à la troisième partie, qui est question et controverse.
Alors, question à controverse, je vais voir le temps, je ne sais même plus combien il me reste, là, moi, ça va, Il genre. reste 10-15 minutes environ avant peut-être passer à un temps d'échange. C'est parfait, c'est parfait. Question et controverse. Bon, je ne vais pas pouvoir, malgré tout, faire le tour des débats, je l'ai dit. Hein. Et il y en a beaucoup aujourd'hui, et ça fait couler énormément d'encre, et ça fait beaucoup de succès de librairies à bon compte, etc. Mais ce que je vais faire simplement, c'est que je vais essayer de m'appuyer sur l'analyse que je viens de faire de ce que je crois être les deux principes constitutifs de la laïcité, la liberté de conscience et la neutralité, pour éclairer d'une certaine façon ces débats et ces querelles, ou pour permettre de s'orienter, encore une fois, d'un point de vue intellectuel, dans ces débats qui sont parfois, très, comment dirais-je, très peu intellectualisés. Mais la première chose qu'il faut dire, effectivement, relativement à ces débats actuels, c'est qu'ils ont lieu malgré tout en regard de 1882, de 1905, etc. Ils ont lieu dans un contexte nouveau. Et un contexte nouveau qui n'est pas du tout celui qui était celui de la laïcité des origines. Et alors, il y a donc un contexte nouveau, il y a deux éléments principaux dans cette nouveauté. Le premier élément, et ça c'est quand même intéressant, c'est que l'affrontement n'est pas entre partisans de la laïcité et adversaires de la laïcité, mais entre des conceptions différentes et opposées de la laïcité. Ça, c'est quand même une originalité remarquable. Hein. Toutes les positions qui s'étripent aujourd'hui sont des positions qui se réclament chacune de la laïcité, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Ce sont des interprétations différentes du principe de la laïcité qui s'affrontent. Ce qui fait que, quand je parlais tout à l'heure d'une laïcité finalement consensuelle, on voit bien quel est l'effet de ce consensus. C'est qu'aujourd'hui, de certaine façon, tout le monde est d'accord sur le principe de la laïcité. Mais peu de gens sont, mais tout le monde n'est pas d'accord sur la façon dont il faut le comprendre. Et cela dit, il y a un dissensus réel, mais ce dissensus repose au fond sur un consensus fondamental qui est l'acceptation par tous de la valeur du principe. Deuxième nouveauté, et qui elle-même n'est pas négligeable, ce qui fait problème aujourd'hui, ce n'est plus les rapports entre la République laïque et la France catholique, mais entre la République laïque et l'islam. Hein, l'islam, c'est vraiment la nouvelle donne de la laïcité. Hein. Il a remplacé le catholicisme, si je puis dire, comme point de tension de la laïcité. Et cette nouveauté-là, il faut en mesurer l'ampleur, hein, car les rapports entre l'État laïque et l'islam ne sont pas du tout, à mes yeux, de même nature que ceux qui existaient avec le catholicisme. Hein. D'une part, les musulmans en France appartiennent surtout à des couches sociales populaires. Hein. Les catholiques étaient sur le dos des républicains en 1880, non, c'était plutôt la bourgeoisie. Hein. L'islam, je veux dire, n'est pas simplement en France une religion minoritaire en nombre, hein, grosso modo entre 5 et 7 millions de gens qu'on peut penser musulmans, mais c'est aussi une religion sociologiquement dominée. Et d'autre part, c'est une religion qui est d'origine étrangère, en tout cas sur le sol métropolitain, hein, parce qu'avant il y avait des colonies évidemment. Lorsque les républicains de la fin du XIXe siècle s'opposaient aux catholiques conservateurs, ils partageaient néanmoins avec eux les mêmes repères historiques et culturels. La différence entre eux, l'opposition entre eux, était une opposition interne, si je puis dire. Une différence, si je puis dire, entre nous et nous. La différence avec l'islam, elle est tout à fait autre. Elle se donne comme une différence externe, une différence entre guillemets, eux et nous. Et cela signifie que dans les débats qui sont engagés sur l'islam ou qui sont engagés à propos de l'islam, la question au fond et le risque de la xénophobie peut très facilement interférer avec la question de la laïcité. C'est-à-dire que parmi toutes les conceptions de la laïcité qui s'affrontent aujourd'hui, il y en a au moins une qui est clairement xénophobe. Ça pose quand même un problème tout à fait nouveau et qui doit interroger tous les défenseurs de l'idéal laïque. Alors, parmi les problèmes, alors je vais en retenir deux. Deux problèmes. Le premier, c'est la question de l'affichage des signes religieux à l'école. Alors, évidemment, ça concerne l'islam.
Parce qu'évidemment, on parle de l'affichage des signes religieux, mais tout le monde sait que derrière l'affichage des signes religieux, ou la question de l'affichage des signes religieux, c'est la question du voile islamique ou du foulard islamique, quelle que soit la façon dont on l'appelle. Alors juste quand même un bref rappel. Hein. Le problème a commencé à se poser à la fin des années 80. En 1989, il y a 3 jeunes filles d'un collège de Creil, dans l'Oise, et 3 autres jeunes filles d'un collège de Montfermeil, dans le Val d'Oise. C'est la région parisienne, même Creil, voilà, ça reste très près de Paris, hein, refusent d'enlever leur foulard avant d'entrer en classe. Alors la presse s'empare du problème, ça fait un bins médiatique pas possible, ça va passionner durablement l'opinion publique, et on voit bien ici que le débat que cela a suscité n'oppose pas laïque et anti-laïque, mais 2 conceptions de la laïcité. Il y a les partisans de l'interdiction, du foulard, et puis des signes religieux en général, si on veut. Qu'est-ce qu'ils arguent? Ils arguent que le port du foulard est une atteinte au principe de laïcité. Pourquoi? Parce que l'école est un espace public et que les croyances religieuses ne peuvent s'y exprimer au nom de la neutralité. Voyez, les partisans de l'autorisation du foulard, c'est pas qu'ils sont pour le port du foulard, ils sont pour le droit de porter le foulard. Hein, c'est tout à fait différent. Les partisans de l'autorisation du foulard arguent quant à eux que les élèves ne sont pas, au contraire des enseignants, astreints à la neutralité. L'affichage d'un signe religieux est une liberté qui doit être accordée dès lors qu'il est compatible avec la liberté d'autrui et qu'il ne perturbe pas l'ordre scolaire. Principe de priorité de la liberté. Vous voyez comment, hein, les 2 principes, selon qu'on privilégie l'un ou privilégie l'autre, donnent des positions effectivement tout à fait différentes sur un point précis. À l'époque, le ministre, c'était Lionel Jospin, il en appelle au Conseil d'État pour donner un avis. Et le Conseil d'État donne un avis en faveur du droit des jeunes filles de porter le foulard. Il dit que ce droit n'est pas incompatible avec le principe de laïcité. Il se place dans la perspective de la loi de 1905, d'ailleurs dans les attendus de cet avis, la loi de 1905 est dûment mentionnée. Mais les problèmes continuent, s'accumulent, il y a de plus en plus de problèmes de foulard dans les établissements, il y a eu des campagnes de presse et une orchestration médiatique qui est tout à fait considérable, et puis finalement, en 2003, c'est Chirac qui est devenu président de la République, il nomme une commission dirigée par Bernard Stasi, qui est un parlementaire, qui a pour mission de proposer, de faire un certain nombre de propositions relatives à la laïcité. Il en fait plusieurs, dont une qui est effectivement l'interdiction des signes religieux. Et fort du travail de cette commission, le 15 avril 2004, une nouvelle loi est votée. Dans les écoles, les collèges et les lycées, le port de signes ou tenues manifestant une appartenance religieuse est interdit. La seconde querelle, je reviendrai sur l'analyse de la querelle après, hein. Mais d'abord énoncer les 2 querelles, un peu parce qu'elles sont assez semblables au fond, qui agitent depuis quelque temps effectivement aussi l'opinion publique et la presse, c'est celle des mères accompagnatrices voilées lors des sorties scolaires. Alors cela aussi, ça a suscité, y compris chez certains enseignants, y compris chez certains directeurs, chez certaines directrices d'école, beaucoup d'émotions. J'ai directeur et directrice d'école parce que ça concerne surtout le primaire. Hein. En 2012, celui qui était à l'époque ministre de l'Éducation nationale, qui était Luc Châtel, il pond une circulaire interdisant le voile pour les mères accompagnatrices. Et il largue effectivement d'un argument entre guillemets laïque, c'est au nom de la laïcité. Au fond, l'argument, c'est accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire, c'est s'intégrer dans une démarche de type scolaire. Et cela doit donc être soumis au principe de neutralité laïque que requiert l'école. Sauf que il y a eu un recours de fait au Conseil d'État, et le Conseil d'État a invalidé la circulaire. Pour quel motif? Un motif qui, lui aussi, met en avant le principe de laïcité, mais laïcité contre laïcité, c'est pas le même. Un tel principe de laïcité, dit le Conseil d'État, oblige à une neutralité des agents de l'État, les fonctionnaires, ce sont les enseignants, mais non les usagers du service public d'éducation. Or, dit le Conseil d'État, il n'y a pas de catégorie intermédiaire entre agents de l'État et usagers. Donc les mères accompagnatrices doivent être regardées comme des usagers, donc elles n'ont pas à être soumises à l'exigence de neutralité laïque. Et vous voyez, là encore, une position favorable à l'interdiction
au nom de la priorité du principe de neutralité, si je puis dire, et l'autre position favorable, au contraire, au droit des mères à porter le foulard si elles le souhaitent, au nom de la liberté de conscience. Alors, comment donc, pour finir, clarifier ces débats et ces enjeux? Je pense que j'ai été assez clair, j'espère en tout cas, c'est que c'est le retour aux relations entre les deux éléments constitutifs de la laïcité, la neutralité et la liberté de conscience, ou plutôt la liberté de conscience et la neutralité, qui est utile pour clarifier ces débats. Au fond, le problème, c'est que dans la loi de 1905, la hiérarchie entre liberté de conscience et neutralité, elle est assez claire. Priorité de la liberté de conscience est la finalité de la loi, la neutralité, l'abstention de l'État, c'est le moyen permettant de réaliser cette fin. Or, on voit bien que dans les deux exemples que j'ai évoqués, celui du port d'affichage des signes religieux à l'école, celui des mères accompagnatrices, cette position et cette hiérarchie, liberté d'abord, neutralité comme moyen, condition pour réaliser cette liberté, cette position est celle de ceux qui sont pour le droit des élèves, dans le premier cas, ou le droit des mères, dans le deuxième cas. Au contraire, la loi de 2004, comme la circulaire Châtel que j'évoquais, ont tendance, elles, à inverser la hiérarchie entre les deux éléments, en faisant de la neutralité une fin en soi et non plus un moyen. Et une fin, la neutralité serait une fin au nom de laquelle il serait permis de limiter une liberté. C'est-à-dire que finalement, il me semble que de ce point de vue-là, par exemple, la loi de 2004 est dans l'histoire des lois laïques françaises représente plutôt un tournant par rapport à la tradition juridique qui existait. Alors, remarquez que ça ne veut pas dire qu'il faut être contre cette loi. D'abord, elle existe. Mais comme nous sommes tous républicains, nous allons tous la respecter, évidemment. Mais ça signifie que cette loi aurait pu se justifier précisément comme une loi d'ordre public. Normalement, c'est un droit, mais compte tenu des troubles que ça occasionne dans les établissements, on peut dire, là, circonstances exceptionnelles, on limite ce droit et on dit, les élèves ne portent pas de signes religieux. Le problème, alors si ça avait été fait comme ça aurait été fait tout à fait dans l'esprit de la loi de 1905, puisque les libertés peuvent être limitées sous les seules restrictions des nécessités d'ordre public. C'est le texte de la loi. Le problème, c'est que la loi de 2004 a comme intitulé « En application du principe de laïcité ». Il y a quelque chose qui est gênant. C'est quand même la première loi laïque française qui énonce et qui n'énonce qu'une interdiction. Ce qui fait qu'effectivement, il peut être parfois difficile de faire comprendre à des élèves que la liberté est un principe de liberté, que la laïcité est un principe de liberté. Il y a donc un tournant, une modification dans les représentations de la liberté, y compris sur le plan juridique d'une certaine façon, puisque cette loi fait jurisprudence, forcément. Alors, il y a même un sociologue comme Jean Bobéro, spécialiste des religions, qui parle même à ce sujet de laïcité falsifiée. Moi, je ne veux pas aller jusque-là, je ne veux pas rentrer dans cette polémique, je dis simplement qu'il me semble que ça correspond quand même à une modification de la tradition juridique française en matière de laïcité. En conclusion, et je résume en fait, la conclusion résume, pour s'orienter dans les querelles actuelles, je vous propose le cadre suivant. S'affrontent dans toutes ces querelles, me semble-t-il, toujours à peu près deux conceptions de la laïcité. La première conception, priorité de la liberté. On peut appeler cette conception une conception libérale, même si j'oubliais de fermer les guillemets. Et c'est cette conception qui me semble conforme à l'esprit de la loi de 1905. Et puis, il y a une deuxième conception de la laïcité qui est, à mon avis, beaucoup plus récente et qui a tendance, elle, à se fonder sur le principe de la priorité de la neutralité et qui me semble être une transformation par rapport à l'esprit de 1905. Alors, entre les deux, si je puis dire, c'est le cas de le dire, à vous de vous faire votre religion, si je puis dire. Mais
je pense que ça vous permet au moins d'avoir des balises qui vous permettent, encore une fois, de vous orienter là-dedans. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cela vous aidera à y voir plus clair, qui est dans une question qui est en elle-même extrêmement complexe, parce qu'elle a des aspects politiques, parce qu'elle a des aspects philosophiques, parce qu'elle a une histoire complexe, et parce que elle a des aspects juridiques aussi qui sont très très importants et qu'il faut connaître, et en plus parce qu'elle est obscurcie très fortement par les passions politiques. Et je vous remercie de votre attention. Je ne voudrais pas finir sans vous dire ce que je vous ai promis, complément bibliographique. Bon, j'en ai pas mis beaucoup, j'imagine que vous avez aussi autre chose à faire. Alors, j'ai mis dans les compléments bibliographiques Jean Bobéro. Bobéro, Les 7 laïcités françaises, c'est pas le livre que j'ai cité, La laïcité falsifiée, qui est un livre plus polémique, c'est un livre plus analytique, qui montre, lui, il trouve qu'il y a 7 laïcités françaises. Vous voyez que, hein, donc, on peut vraiment avoir de quoi s'écharper entre partisans de la laïcité et partisans de la laïcité. Je rappelle le livre que j'ai cité tout à l'heure, La laïcité aux presses universitaires de Saint-Étienne, qui est paru en 2020, de Philippe Fauré, que je vous conseille vraiment fortement, que je trouve très 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 bien fait. Et je me suis permis aussi de mettre le livre que moi-même j'avais écrit, qui ressemble beaucoup au livre de Philippe Fauré, dans le format, si vous voulez, dans l'idée. L'idée, c'est de donner une espèce de vade-mecum théorique sur cette question-là, donc très aisément utilisable, sans rentrer dans des développements trop confus, ou trop généraux, ou trop abstraits, qui s'appelle aussi La laïcité, et qui est sorti au Cavalier Bleu en 2005.